9 avec dans le rôle de l'énervé de droite, Zemmour. Et dans le rôle de l'énervant de gauche, Nolo. Et avec dans le rôle du public, le public. Ouvrez grand vos yeux car vous allez voir ce que vous allez voir. Ouvrez grand vos oreilles car vous allez entendre ce que vous allez entendre. Et ouvrez grand vos smartphones et autres réseaux sociaux car vous pouvez nous dire ce que vous avez à nous dire. C'est parti. Bonjour mon cher Zemmour, ou plutôt bonsoir. Eh ben bonsoir. Alors semaine pleine de surprises, à l'UMP, mais on va y revenir largement. Au Vatican, puisque le pape a corrigé la date de naissance du Christ. Nous ne sommes pas en 2012 mais en 2020. Et puis à l'Élysée, puisque selon moi, mais je sollicite ton avis, François Hollande a fait une concession inattendue au communautarisme en admettant que des maires puissent faire valoir une clause de conscience pour refuser de célébrer le mariage pour tous, selon les uns, mariage homosexuel pour les autres. Moi j'appelle communautarisme quand les convictions personnelles peuvent l'emporter sur la loi de la République. Alors, tu as vu qu'il a fait mieux. Il a d'abord cédé aux maires et le lendemain, il a cédé aux injonctions du lobby homosexuel. Moi, ma théorie depuis le début, c'est que ça l'embête. Oui. Qu'il a mis ça dans son programme. Voilà. Nous sommes d'accord. C'est pas sa culture. Mais ne noie pas le poisson. Ah non, mais... Il y a entorse au principe républicain. Ah non, mais je suis d'accord. Bon. Mais je suis d'accord. Non, mais toi, tu hurles après le communautarisme. Là, c'est une... C'est pas du communautarisme, c'est de la faiblesse devant des lobbies. Communautarisme, c'est un grand mot, c'est pas des communautés. C'est, si tu veux, des communautaristes, si tu veux appeler ça, moi je veux bien. En tout cas, je suis d'accord. Il n'y a pas à avoir de clause de conscience, mais il ne devrait pas y avoir cette loi. Ah oui, non, mais une fois qu'il y a la loi s'impose à tous. Pas encore. Non, mais quand elle s'imposera à tous. On est d'accord. Je suis d'accord. Voilà, on peut pas dire, moi, je suis pas d'accord avec la loi. Je suis d'accord. C'est pas la carte, la République. Je suis d'accord. Mais tu as vu qu'il a retiré. C'est un grand jour. Non, mais le plus grave, c'est pas ça, moi, je trouve. Il a fait preuve de faiblesse face au maire, je suis d'accord avec toi. Mais accorde-moi que le lendemain, c'est encore bien pire. De voir un lobby qui représente une infime minorité d'une minorité, parce que la plupart des homosexuels, en tout cas ceux que je connais, veulent pas se marier. Donc c'est vraiment un lobby et c'est vraiment une minorité qui va voir le président de la République et qui le somme de retirer ce qu'il a dit, et le président de la République le retire. On imagine le général de Gaulle ou même Mitterrand ou d'autres, mais ils auraient pris la porte avec un Je sors rassuré de cet échange, mon cher Zemmour. Ta mauvaise foi est intacte. Non, mais cette loi ne devrait pas avoir lieu d'être, donc voilà. Oui, ça, on l'avait compris. Bah, oui. C'est à présent le moment de faire notre BA comme bande-annonce, la bande-annonce de l'émission. Ce soir dans Zemmour et Nolo, c'est la fin du monde qui approche. Je suis fier, très fier, d'être le président de l'UMP avec vous. Je ne lâcherai rien, je ne laisserai pas voler la victoire aux militants. Une semaine de tremblement de terre à l'UMP à droite, la fin d'un monde. Nous sommes aujourd'hui dans une situation déplorable. Séisme, raz-de-marée, vote en eau trouble, une semaine de désolation. Moi, je n'ai qu'un mot à la bouche, lamentable. On est reparti encore sur des chicaillages, je trouve ça regrettable. Le feuilleton devient un petit peu long maintenant. Le feuilleton tourne au grotesque. Tout ça n'a plus de sens. Cessons ce psychodrame. La fracture qui traverse notre camp politique est désormais manifeste. Les militants ne votaient pas seulement pour un président, mais aussi pour des motions, une ligne politique. Et voilà ceux qui sont arrivés en tête, les jeunes décomplexés de la droite forte. Avant la phase du rassemblement des Français en 2016 ou 2017, il y a d'abord la phase des combattants. Et nous voulons aujourd'hui un combattant qui n'a pas peur des mots et qui n'a pas peur de partir au combat. Et si c'était eux les vrais gagnants de cette élection? Geoffroy Didier s'explique dans quelques instants sur le plateau. C'est la fin d'un monde où pour tous les esprits éclairés, Jean-Marie Le Pen rimait avec haine. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et si l'on s'était trompé, c'est en tout cas la question que pose Le Pen, une histoire française, le livre choc du moment écrit par le duo de journalistes Philippe Cohen et Pierre Péan. Nous, on n'est pas dans le militantisme. On essaie de comprendre, c'est tout. Le Pen, anard de droite, plus que gourou de l'extrême droite. Le Pen, plus soucieux de son banquier que tenté par l'Élysée. On en débat dans 20 minutes avec des auteurs qui prétendent avoir pris de la hauteur. Une fin du monde prévue pour le 21 décembre 2012. Ça part d'un mytho énorme qui a été créé par une boîte de production aux États-Unis. Scientifique incompris ou usurpateur de génie? On était parmi les premiers à dire qu'il existait un champ qui accélérait ce qu'on appelle la dynamique de l'espace-temps. Quand la science tourne à la méfiance, rendez-vous à la fin de l'émission avec les jumeaux les plus célèbres de France. De la science, de la décadence et une nouvelle histoire de France.
C'est maintenant, dans Zemmour et Nolo. Que le futur boss de l'UMP se nomme François Copé ou Jean-François Fillon, je m'y perds un peu, Alain Juppé ou même Alain Poher. Avec son ami Guillaume Pelletier, il est le seul véritable vainqueur de cette élection aux allures de champ de ruines. Loin de chercher des noises à la cocoë, je parie qu'il est passé de l'amotion à l'émotion en apprenant que la droite forte arrivait fortement en tête du vote des militants appelés à s'exprimer dimanche dernier. Notre premier invité est Geoffroy Didier. Bonsoir Geoffroy Didier. Bonsoir. Ça fait plaisir de voir Éric Nolot dire que le grand vainqueur c'est la droite. Oui, surtout la droite forte. Je confirme, vous avez recueilli 28% du vote des adhérents de l'UMP. Hein. Donc l'UMP, je rappelle que ça signifie désormais Union pour une maxi pétaudière. Restons sur Union pour un mouvement populaire. Est-ce que vous êtes bien sûr des 28%? C'est pas la peine qu'on recompte parce que c'est à la mode. Non, parce qu'on arrive en tête de 7 points par rapport au deuxième. Donc a priori, il ne devrait pas y avoir de contestation. Je vais en rajouter, parce qu'il faut être honnête avec notre invité. C'est même la seule motion, si je ne dis pas de bêtises, qui est au-dessus de 10% partout en France. Oui, et nous sommes en tête dans 60 départements. Donc, et des départements d'ailleurs où François Fillon est arrivé en tête, comme d'autres départements où Jean-François Copé est arrivé en tête. Mais d'ailleurs, vos adhérents n'ont pas choisi. Il y en a une partie majoritaire qui est pour Copé, mais une grosse partie minoritaire qui est pour Fillon, si j'ai bien suivi les chiffres. Non, mais on n'est pas là pour remettre en cause votre victoire. Non, on ne remet pas en cause. Simplement, est-ce que cette victoire de votre motion n'explique pas un peu la pétaudière actuelle? À savoir qu'il y aurait, de l'extérieur c'est l'impression que ça donne, deux lignes irréconciliables. Il y a une ligne centriste, il y a une ligne de droite. Ceux de droite, on se demande pourquoi ils ne vont pas au FN, et ceux qui sont plus au centre, on se demande pourquoi ils rassemblent pas. Non, tout ce qui nous rassemble est bien supérieur à ce qui nous divise. Mais ce qui se passe en ce moment, ça s'appelle tout simplement la démocratie. Effectivement, personne n'avait imaginé, mes deux chers Éric, que la démocratie arrive à 50-50. C'est la démocratie. C'est un homme, une voix. Allons jusqu'au bout de la vérité, allons jusqu'au bout des chiffres, que la commission de recours, que la commission Juppé fasse son travail jusqu'à son terme, et nous verrons qui a gagné. Mais ce qui est certain, c'est que sur le plan des idées, c'est la droite forte qui l'a emporté. Ça, pardonnez-moi, mais c'est la version bibliothèque rose, parce que ce qu'on voit, c'est deux camps qui se haïssent, mais profondément, qui n'ont pas grand-chose en commun, en tout cas qui n'ont pas l'intérêt du parti en commun, et on se demande ce que vous faites ensemble. Alors après, vous nous vendez le truc, à la fin, on va bien voir, on va se réconcilier, chacun pense légitimement avoir gagné. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des plaies à penser, je ne vous dis pas qu'il ne restera pas de cicatrices de tout cela, mais je vous dis qu'il y a aussi une capacité de rebond de notre famille politique, à commencer par celle des militants, c'est-à-dire la base. Il n'a qu'une envie, c'est l'unité. Et vous savez, ce sont des clapotis de la vie politique. Il n'y a pas de fracture morale. Ce sont des clapotis de l'histoire de la droite française. Il n'y a pas de fracture morale. Non, il n'y a pas de fracture morale. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a une ligne, c'est celle de la démocratie. Il y a effectivement 50-50. Encore une fois, allons jusqu'au bout des chiffres et de la vérité et nous verrons qui a gagné. Et si Jean-François Copé a gagné d'une seule voix, eh bien c'est Jean-François Copé qui l'a emporté. Alors moi, je voudrais reprendre la discussion sur un autre point parce que je ne suis pas d'accord avec Nolot. Une fois n'est pas coutume. Exactement. Ça me rassure. Je ne pense pas qu'il y ait deux lignes. Je pense qu'il y a un décalage, effectivement, mais pas entre les militants, pas entre deux lignes, entre les militants massivement et les élus, les notables, qui ont choisi depuis 10 ans, parce que c'est comme ça que l'UMP s'est faite, la ligne UDF, c'est-à-dire la ligne centriste. Et les militants qui ont choisi leur liste en grande partie, qui ont marginalisé, ce qui me frappe beaucoup, les ancêtres, c'est-à-dire du Juppé, la motion soutenue par Juppé, la motion soutenue par les anciens repères, la motion soutenue par les anciens UDF. Donc c'est ça d'après moi. Bon. Maintenant, il y a un problème. D'après moi aussi. Hein. Ah, vous êtes d'accord avec ça? Donc on est d'accord sur la même plus loin, Éric. Je dirais qu'il existe une fracture idéologique entre beaucoup de barons de notre famille politique, vous savez, ceux qui ont beaucoup de médailles au veston, et puis les militants. On est d'accord, c'est ce que j'ai dit. On est d'accord là-dessus. On est vraiment d'accord là-dessus. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que la motion que nous portons avec Guillaume Pelletier, nous ne l'avons pas vécue comme un gilet de sauvetage, nous ne l'avons pas vécue comme une vieille chapelle, nous l'avons vécue vraiment comme, pardon de cette raffarinade, la droite d'en bas, c'est-à-dire la droite qui correspond aux aspirations profondes des militants. Nous avons fait plus de 70 réunions sur le terrain, et nous avons vu que les idées que nous portons, elles correspondent vraiment aux aspirations profondes. Puisqu'on est d'accord sur le diagnostic, on va avancer. Aux idées. On va avancer parce que, en même temps, moi je vous ai connu tout petit, et quand vous étiez tout petit, vous étiez à gauche du sarkozysme, vous étiez à la diagonale, vous étiez pour le mariage homo, vous étiez pour le droit de vote des étrangers. Alors, moi j'ai l'impression... Vous en perdez votre latin en fait, c'est ça l'idée. Ça fait longtemps que je l'ai perdu malheureusement pour moi, mais c'est surtout que
j'attache du crédit à ceux qui vous critiquent, par exemple la droite populaire, qui vous appelle, j'ai noté parce que ça m'amusait beaucoup, des taureaux aux cornes d'escargot, ça c'est Lionel Lucas. C'est mignon. C'est mignon, hein. Oui, ou des caniches tenues en laisse par Hortefeux. Moi j'aurais rajouté des marionnettes dont on voit les fils qui s'appellent Patrick Buisson. Donc quelle est votre sincérité là-dedans? On se demande. Réponse. J'ai travaillé il y a 5 ans auprès de Brice Hortefeux, qui, comme chacun le sait, est un grand gauchiste, pour rassembler les sarkozystes au-delà des clivages partisans. Ça s'appelait effectivement la Diagonale. Je vais vous le dire, je n'ai jamais été de gauche. J'ai jamais été de gauche. J'ai été collaborateur de Brice Hortefeux, qui lui non plus n'a jamais été de gauche. En revanche, pardon d'avoir voulu rassembler. Mais il y a un point sur lequel je suis en accord avec vous, Éric. C'est que sur le droit de vote des étrangers, j'ai évolué. J'ai évolué parce que j'ai évolué parce que j'ai habité à l'étranger. Et lorsque je contribuais à l'activité économique de la ville dans laquelle j'étais, qui était New York, je me disais, mais finalement, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aussi donner mon avis sur la construction de la police municipale près de chez moi? Et puis je suis rentré en France. J'ai été à l'épreuve du terrain. J'ai milité dans le Val d'Oise, là où je suis, à Gonesse, où il y a 40% de Front National. J'ai vu les dérives communautaires dans les quartiers sensibles. Et je me suis dit, la France n'est pas prête pour le droit de vote des étrangers. Donc vous voyez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. D'accord. J'ai évolué, mais je n'ai jamais été de gauche. Est-ce que vous avez évolué aussi sur l'ouverture que vous prôniez jadis et qui, pour moi, est peut-être un des péchés originels du sarkozysme de 2007? On s'est planté sur l'ouverture. Ça n'a pas marché. On est allé chercher. Pas formidable. On est allé chercher. On a bien fait de l'inviter. On est allé chercher. Non mais l'idée était bonne. Dans 2 ans, vous allez revenir en nous disant j'ai encore changé d'avis. Non mais c'est un gars méchant. Non mais c'est ça le problème. Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, c'est pas très sérieux. Je n'accepterai pas d'être un ministre d'ouverture de François Hollande. Donc je resterai constant sur le fait que l'ouverture ça ne marche pas. Mais l'idée même de rassembler, elle est bonne. L'idée d'aller au-delà des clivages partisans, elle est bonne. L'idée de l'union nationale, elle est bonne. Mais en fait, ça n'a pas marché parce qu'on est allé chercher des individualités qui ont fait leur propre pub et ça n'a pas fonctionné. Alors, non mais attendez, je cherche vos idées. J'en ai 70, on a fait 75 propositions. Quand on les trouve, il y a Kosciusko-Morizet qui dit qu'elles sont anticonstitutionnelles. Moi je les trouve non seulement anticonstitutionnelles, mais inexistantes. Que vous proposez un quota, non mais un quota de journalistes de droite. Bon alors déjà c'est le pur gadget, ça n'a aucune utilité. Le Parti communiste l'a exigé et imposé et obtenu en 1981. Voilà. Ça fait très Parti communiste. De François Mitterrand. Donc c'est ça votre référence, le Parti communiste de 81. C'est parfait. Non, ça c'est la référence d'Éric. C'est le souvenir. Non mais proposition de créer une charte. Je finis. Proposition de créer une charte républicaine des musulmans de France. Inutile. Islamophobie. Il n'y a que ça qui apparemment vous inspire. Ensuite. Inscrire les racines chrétiennes de la France dans la Constitution. Moi, ça me paraît aussi absurde de nier que la France ait des racines chrétiennes que de vouloir l'inscrire dans la Constitution. Vous êtes vraiment un enfant de votre temps, c'est-à-dire c'est n'est que de la com, que des gadgets. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'économie? Vous êtes un journaliste de votre temps, c'est-à-dire le bien-pensant qui, à force de vouloir bien penser, finit par ne penser plus. Mais non, je vous demande simplement où sont vos idées. Moi, au contraire, je pense. Mais je vous l'ai et j'aimerais que vous m'aidiez à penser. Si vous me laissez parler, je vous la donne. Allons-y. Dans la Constitution de la Ve République française, effectivement, nous voulons inscrire, mais c'est marrant parce que vous avez oublié une partie de la phrase, c'est amusant. Nous voulons inscrire que la France est une république laïque, Éric, hein, de tradition chrétienne. Laïque, voilà ce que nous voulons. Oui, mais la phrase telle qu'elle, de république laïque de tradition chrétienne. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous sommes un pays de tradition chrétienne. Oui. Et que si nous nous arrêtons de dire d'où nous venons, ce que nous sommes, quel est notre héritage, non pas culturel, c'est ça votre réponse à la crise tous azimuts qu'on traverse. Et je veux dire, les églises de France, les clochers de France, ce n'est même pas notre culte. C'est avant tout notre culture, c'est le paysage de notre pays. On peut être d'accord avec vous, on est d'accord avec dans la Constitution. Eh bien nous voulons dire les choses comme elles sont et nous voulons rappeler notre héritage culturel. On est d'accord, nous sommes d'accord. Mais on est d'accord là-dessus, pour une fois on est d'accord. On est tous d'accord. Mais oui, mais pourquoi dans la Constitution? Mais parce que c'est le texte suprême et qu'il faut rappeler à tous nos concitoyens. C'est tout ce que vous avez à dire sur la crise. Mais on fait 75 propositions. Bah oui, alors, vous prenez cette proposition, moi je vous réponds sur chacune des propositions. Il y en a une qui est déjà nulle, la charte républicaine des musulmans de France, aucun intérêt. Non, moi je suis pas d'accord. Le quota des journalistes de droite. Venons-y. Moi je suis prêt à répondre à chacune des 75 moi, propositions. La charte républicaine de l'islam, c'est un vrai sujet puisque c'est exactement ce que Napoléon a fait avec les Juifs en 1807. Et il a exigé que le judaïsme s'adaptât à la France. Donc le PC de 80 et Napoléon de 1807. Voilà. C'est vraiment un homme de votre temps, là. Tout ça d'une modernité folle. Mais c'était bien. Il n'y a pas que la modernité, tu sais. Charte républicaine, pourquoi? Parce que, encore une fois, nous vivons dans une république laïque. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que chacun a le droit d'exercer librement son culte, mais dans le respect de la République, dans les limites des valeurs républicaines. Et
Pardon, je ne sais pas où vous habitez, Eric, peut-être à Saint-Germain-des-Prés. Moi, je suis en permanence. Vous seriez très surpris. Dans moi, j'habite au métro permanences. Couronne, monsieur Didier. Alors, Dans les quartiers non, mais ce genre de procès sensibles. d'intention. Je savais que ça allait vous énerver, mais c'est l'objectif. C'est pas énervant. Non, mais c'est un signe, excusez-moi, de nullité intellectuelle d'essayer de disqualifier son adversaire en le traitant de bobo. Il se trouve que je n'habite pas dans un quartier bobo. Alors, soit vous vous taisez, soit vous vous renseignez avant de parler. Mais ce genre de procès d'intention à répétition, je trouve ça un peu lassant et je trouve ça. Restez zen, c'est le principe de l'émission. C'est inutile. Restez zen, c'est le principe de l'émission. Non, zen, ça veut pas dire qu'on accepte tout. Non, mais. Ça veut dire qu'on répond calmement. Ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord et qu'on peut quand même rester zen même en n'étant pas d'accord. Pas sur des bases erronées. Poursuivez. Donc, chacun a le droit d'exercer librement son culte, mais nous disons, il existe des dérives communautaires. Ne faisons pas semblant de ne pas les voir. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai aimé dans la campagne de Jean-François Copé. C'est ce qu'ont aimé les militants, c'est qu'il a appelé un chat et qu'il a dit les choses telles que nos concitoyens les vivaient sur le terrain. Donc nous disons une chose simple. C'est pas vrai, monsieur. C'est pas vrai, parce que les militants. Les sondages nationaux. Mais vos sondages de sympathisants. Mais moi, je parle des militants et de la démocratie. Voilà, quand vous sortez des militants, vous voyez que le discours de Copé ne mord pas sur l'électorat et que vous allez dans une c'est là où vous êtes victime de ces sondages de sympathisants qui n'existent pas, alors que la démocratie a parlé et que la démocratie, elle a dit nous sommes d'accord avec Jean-François Copé. Alors, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec Nolo. Moi, je pense que les électeurs, ça peut arriver. Les électeurs sont d'accord avec vos militants, largement, vos électeurs de droite, largement, et même des électeurs de gauche sur ces sujets-là. Mais moi, ce que je voudrais voir, c'est, en fait, ce que je vous reproche, c'est pas ce que vous reproche Nolo, c'est que, en fait, il n'y a pas de savoir-faire, c'est-à-dire que vous balancez des idées. On nous reproche souvent de trop de savoir-faire. Non, pas de savoir-faire de com. Non, savoir-faire politique. Ça, vous savez. Je m'explique. Quand vous nous dites, par exemple, pas de syndicat pour les magistrats, moi, l'idée me séduit tout à fait. Et d'ailleurs, je pense qu'avant les années 60, ça n'existait pas. Donc, c'est pas un hasard. Maintenant, le problème, c'est que ça existe, que c'est comme le droit de grève quand vous dites pas de droit de grève aux profs, a priori, c'est séduisant, sauf que c'est un peu démago et que vous savez. C'est séduisant, peut-être pas pour tout le monde d'ailleurs. Et vous savez très bien que c'est un principe général du droit, que le droit de grève a été reconnu dès les années 50. Le principe de continuité du service public est aussi un principe. Les deux, vous savez bien, c'est un grand arrêt du Conseil d'État. Donc vous voyez, il y a de quoi débattre. Il y a de quoi débattre. Ça me rajeunit, ça me rappelle mes études. C'était les deux principes généraux du droit que le Conseil d'État devait concilier. Voilà, on est d'accord. Mais comme vous n'en rappelez qu'un seul, moi je vous rappelle le second. Oui, mais vous avez raison. Sauf que ce que je veux vous dire, c'est que ça veut dire un affrontement avec. Nolo parlait tout à l'heure de communautarisme, bien au-delà. Ça veut dire un affrontement avec de nombreuses institutions, avec les juges. Peut-être en faut-il un. Mais quand je vous dis qu'il n'y a pas de savoir-faire derrière, ce que je veux vous dire, c'est que derrière, vous ne nous expliquez pas comment on y va. Alors, comment politiquement on y va. Est-ce qu'on fait un référendum? Vous comprenez? Mais attendez, nous existons depuis quelques semaines. Moi, je ne vous dis pas que j'ai la science infuse. Je ne vous dis pas que je ne suis pas en construction. Nous avons des convictions fortes. Nous avons des valeurs que nous avons envie de partager avec nos militants, puis ensuite avec les Français. Je veux dire, les modalités, nous allons les construire. C'est un projet itératif, c'est un projet en construction permanente. Mais nous avons des propositions que nous avons partagées aux militants. Ces militants se sont exprimés en démocratie. Et pardon de vouloir, effectivement, coller à ce que le peuple souhaite. C'est tout le problème. C'est que vous me dites, techniquement, c'est impossible, vous allez faire des dégâts. Moi, je dis pas ça, vous avez compris. Trouver des solutions, régler les problèmes et correspondre aux aspirations du peuple. Chacun son métier, vous êtes là pour commenter, moi je suis là pour agir. Je vais vous dire le cœur de ma pensée. Je pense que vous et Copé, vous êtes des Sarkozy au chocolat. Et Guillaume Pelletier. Et voilà, vous êtes des Sarkozy au chocolat, c'est-à-dire que chocolat blanc ou chocolat noir? Chocolat blanc. Ce que vous jouez sur les mots, sur la transgression des mots, et que finalement, c'est la grande leçon du sarkozysme, et c'est pour ça qu'il a perdu, selon moi, il n'y a jamais d'action derrière. J'ai dit la même chose à Copé qui était ici, je vous le redis à vous, c'est ça votre problème de tous avec vos électeurs. Je vais vous répondre. En fait, vous êtes sympathique, mais vous êtes un peu jusqu'au boutiste. Nous sommes des responsables publics. Donc effectivement, j'ai conscience. Vous n'êtes pas élu. J'ai conscience que gouverner. Non, je suis élu, moi. Non, je suis élu. Oui, d'Île-de-France. Conseil régional d'Île-de-France. Ah oui, pardon, l'Île-de-France, c'est vrai que c'est pas bien. Non, sympa pour les 11 millions. Sympa pour les 11 millions. Non, mais je pensais au Conseil régional. C'est pas un scrutin direct pour moi. Vous êtes sur une liste et c'est pas la même chose. C'est pas comme être élu devant. Je suis militant et je viens de renforcer ma légitimité démocratique à travers le militant. D'accord. Ça, je vous l'accorde. Il y a 45 000 militants qui ont voté pour la droite forte et qui méritent d'être respectés. Et il y a combien de militants qui ont envoyé leur carte? D'accord. Vous savez, vous? Mais en tout cas, il paraît que c'est des cartes à flux. Il paraît que, mais vous faites avec des il paraît que. Non, j'ai pas le nombre exact. Ah bon, d'accord. Personne ne nie. Donc la semaine prochaine, vous donnez le nombre et puis on en reparle. Non, que le siège de l'UMP reçoive en ce moment
des cartes barrées par des adhérents. Je crois que c'est faux. Commentaires. C'est faux. Journalistique. Mais dites-moi que c'est faux. Florian Philippot du Front National lui dit nous recevons des adhésions du Front National. Non, mais Philippot, c'est pas lui qui l'a invité chez vous. Hervé Morin lui dit est-ce qu'il y a des militants de l'UMP qui vous renvoient leurs cartes? Est-ce qu'ils vous renvoient leurs cartes? Est-ce qu'il y a des militants? Je n'en ai reçu aucune. Non, pas personnellement, j'imagine. Vous n'avez pas de permanence à l'UMP. Des militants du Val d'Oise, des adhérents de la droite forte, je n'en ai reçu aucune. Donc ça, je pense que c'est de la parlotte. Ah bon. Pardon. Il n'y a pas de... Non, il n'y a aucune carte. Que la démocratie soit imparfaite, qu'il y ait effectivement en ce moment des difficultés à l'UMP, je ne vais pas faire semblant, il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a effectivement quelques-uns qui rendent leur carte parce qu'ils sont dégoûtés. Parce que tous les militants, et moi en tant que militant, je suis dégoûté de ce qui se passe. Mais en même temps, c'est la démocratie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas ça qui se joue. C'est que Sarkozy, Copé, vous et vos amis de la droite forte, à force de mettre la barre à droite, vous avez cassé ce parti en deux. Et que maintenant, la fracture existe. C'est marrant, vous vous trompez totalement. Mais si, que ça va être très difficile. Nous ne sommes pas la droite de la droite. Nous sommes le centre de gravité de la droite, désormais. Parce que nous sommes arrivés en tête. Il va falloir que vous vous y fassiez. Mais non. Nous sommes la droite tout court. Et moi, je vais vous dire une chose. Je me pose une simple question. Je n'ai qu'une seule boussole. C'est le peuple français. Et je n'ai qu'une seule référence, c'est la République. Et je n'ai pas de leçon de République à recevoir de ceux, notamment le Parti Socialiste, qui s'allie avec l'extrême gauche et qui arbore les drapeaux. Moi, je ne représente pas le Parti Socialiste. Je vous dis simplement une chose. Certains d'entre vous viennent de l'extrême droite, comme M. Pelletier. Moi, je me demande pourquoi vous n'y retournez pas, puisque vous partagez tant avec l'extrême droite. Vous avez reproché à Jacques Chirac d'avoir vendu l'humanité dans sa jeunesse. Vous avez reproché à Jean-Christophe Cambadélis ou à Julien Drey d'avoir été à l'extrême gauche. Ça fait 50 ans, vous, ça fait une semaine. C'est marrant, mais c'est toujours à sens unique. C'est-à-dire qu'on reproche à Guillaume Pelletier d'avoir été au Front National. Pas du tout. Il a été au Front National il y a 10 ans, il a dit que c'était une... Vous avez Moi, je ne tout en viens pas du commun. Front National. Eric disait que je venais de la gauche. Il va peut-être falloir que vous mettiez d'accord. Oui, il y a la gauche du Sarkozy. La gauche du Sarkozy. Une fois de plus, je ne suis pas d'accord avec Nolo. Non, mais je ne suis pas d'accord avec toi. J'aimerais tellement vous réconcilier. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Je répète que l'UMP a été une usurpation centriste, un piège centriste, et que simplement maintenant, il revient à ses électeurs. C'est ça qu'on appelle la droitisation. Mais moi, je suis pour. Mais c'est pas la droitisation, c'est la droite forte. Mais c'est ce que je dis. C'est le retour de la droite. C'est ce que je dis. Retour de la droite dans notre pays. Sauf que moi, ce que je dis, et vous me dites, je suis un jusqu'au-boutiste, j'essaye simplement de... Je vous taquine. Non, mais parce que j'essaye. Non, mais parce que vous me taquinez peut-être, mais les gens... Ils en ont marre d'être taquinés. Je suis d'accord. Parce qu'ils en ont marre qu'on leur promette des choses. C'est bien ça le message de la droite forte aussi. Et qu'il n'y ait rien derrière, et que quand vous arrivez au pouvoir, il n'y a jamais d'action. Je vous promets, le jour où on arrive au pouvoir, on fait ce qu'on a dit. On en reparlera. D'accord ? On en reparle et vous me réinvitez. Avec plaisir. Si l'émission existe encore. Vu le succès de l'émission, elle existera encore. Absolument. Vraiment, vous terminez sur une note très positive. Merci beaucoup. Merci d'être passé par notre plateau, Geoffroy Didier. À présent qu'il est parvenu au crépuscule de sa carrière politique, Le Pen valait-il la peine d'en faire toute une histoire ? Oui, ont répondu à 80 Philippe Cohen et Pierre Péan, qui viennent de faire paraître une monumentale enquête sur le finaliste de la présidentielle 2002. Avant de recevoir les deux auteurs, retour sur un livre qui crée déjà la polémique et sur la carrière de celui qui fut longtemps le visage du front. Diable de la République pour ses opposants, premier et dernier des patriotes pour ses partisans, Jean-Marie Le Pen resterait-il en politique l'inconnu le plus célèbre de France ? Pierre Péan et Philippe Cohen, avec Le Pen, une histoire française, sortent un livre choc et rouvrent le dossier au risque de gêner. Ce qu'il y a de plus insupportable dans le Pen de Pierre Péan et Philippe Cohen, c'est la façon dont les auteurs font la leçon à tous ceux qui les ont précédés, des journalistes selon eux, sans curiosité et de mauvaise foi, animés par la volonté de diaboliser Le Pen. Un livre qui ravive les polémiques. Concernant la torture en Algérie, par exemple, il y a ces témoignages de rescapés tirés d'un documentaire intitulé « La question Le Pen et la torture ». C'était lui le tortionnaire, le responsable. C'était Jean-Marie Le Pen, c'était le chef des tortionnaires. Mais voilà, selon Péan et Cohen, Le Pen n'a pas torturé, il aurait seulement brutalisé. Autre exemple, 1987, Le Pen est invité sur RTL et ne fait pas dans le détail. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Des propos repris plus tard et assumés. Mais dans le livre, pour Cohen et Péan, c'est un Le Pen grippé, fatigué, qui aurait dérapé, négationniste peut-être, antisémite, ça resterait à prouver. Même en mai 2002, lorsque Le Pen arrive au second tour de la présidentielle, les auteurs affirment qu'ils n'avaient pas envie de l'Élysée. Pour eux, Le Pen n'aime pas le pouvoir, il préfère l'argent. Cohen et Péan avaient fait le pari osé de ne pas le diaboliser. C'est gagné, ils ont préféré le banaliser. Bonsoir messieurs, merci de nous rendre visite.
Alors je vais essayer d'être précis dans mon entrée en matière. Le procès en complaisance envers Le Pen qui est instruit contre vous depuis quelques semaines, nous l'avons subi avec Zemmour sous prétexte que chaque fois que nous recevons un membre de la famille Le Pen, grand-père, fille et petite-fille, on nous reproche de les traiter comme les autres, c'est-à-dire ni mieux ni plus mal. On n'est pas là comme vous pour faire un carton. On nous reproche même de sourire. Voilà, ou de sourire. Bon, donc ils en sont là. Donc je comprends très bien. Néanmoins, si j'étais Jean-Marie Le Pen, ce qu'à Dieu ne plaise, il me semble que je sortirais très satisfait de la lecture de votre ouvrage, puisque je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Vous voyez, j'essaye d'être balancé. Alors comment vous réagissez à ça? Écoutez, il y a une chose en tout cas dont Jean-Marie Le Pen peut être en effet entièrement satisfait, c'est qu'à partir du moment où on traite le livre comme un livre de réhabilitation ou de complaisance ou je ne sais quoi encore envers Jean-Marie Le Pen, du coup, personne ne parle de toutes les révélations à charge contre lui, qui sont le résultat et le fruit de 2 ans d'enquête. L'accord secret avec Tapie, rappelez-vous que Tapie était présenté par une partie de la gauche comme le héros, le champion de l'antifascisme. On révèle dans le livre qu'il se passait des coups de fil avant pour s'arranger, ou que leur lieutenant se passait des coups de fil pour s'arranger de manière à ce que le débat convienne à tous les deux. Hein. Les révélations sur les ententes locales allant jusqu'à des accords entre le Parti communiste et le Front National, la façon abominable dont il traite ses adversaires, jusqu'à sa famille, la façon dont autocratique, et puis son rapport à l'argent, que personnellement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait un rapport à l'argent comparable. Alors tout ce qui est à charge, et c'est des dizaines et des dizaines de pages et de démonstrations dans le livre, tout ça passe à l'as parce qu'on dit sur la torture, il ne s'est peut-être pas passé exactement la même chose, parce que vous racontez sur la torture, c'est plutôt convaincant. Ce qu'on a dit, il y a des doutes, et on n'est pas les premiers à le dire, puisque les premiers qui l'ont dit, paradoxalement, c'est les journalistes de Libération, Christian Lyonnais et Gilles Bresson, qui concluent d'une contre-enquête où ils ont été en Algérie, où ils ont été voir tous les témoins, et où ils reviennent en disant on est parti persuadé que Le Pen avait torturé, et on est revenu persuadé du contraire. Alors nous, on ne va pas jusque-là, on dit simplement il y a des doutes, et nous, on est trop loin aujourd'hui pour trancher. Carpé, en 2 mots sur cet aspect de la réception de votre livre. Moi, je suis ahuri, tout simplement, parce qu'au fond, nous, notre démarche, elle est une démarche de journaliste. Ça veut dire qu'on essaie de ne pas avoir trop de préjugés quand on mène une enquête. On s'est comporté donc en biographe. On a traité Le Pen et on a accumulé les faits et on a pris évidemment de la distance. Et je pense que c'est une attitude d'enquêteur, de journaliste. Autrement, on n'aurait pas fait notre métier. On aurait été tout simplement des militants. Hein. C'est-à-dire, si je comprends bien, pour Le Pen, on tape, c'est tout. On tape. Mais je laisse la parole à Zemmour juste un instant. On a revu la déclaration sur le détail, et je dois vous dire que les explications que vous donnez sont convaincantes, vous remettez ça dans le contexte. Mais quand on revoit, il y a quelque chose de brutal. Non, mais il y a quelque chose de très brutal quand il dit « je n'en ai pas vu moi-même des chambres à gaz ». C'est négationniste, mais on le dit dans le bouquin. Oui, mais je trouve que vous atténuez un peu, vous arrondissez un peu les angles sur cet épisode. Contextualiser, c'est toujours atténuer. La complexification atténue. Ça change. On passe de la caricature à une tentative de compréhension. C'est cette tentative de compréhension qu'on n'accepte pas. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai reçu votre livre comme un portrait d'un destin manqué, d'un perdant magnifique qui s'est tellement identifié au perdant qu'il a soutenu qu'il est devenu lui-même un perdant de l'histoire. Les vaincus de l'histoire. Exactement. Absolument. Il s'est identifié au vaincu et c'est devenu lui-même un vaincu. Et j'ai eu le sentiment d'une marionnette qui se croit plus fort que tout, alors qu'en fait, il est complètement manipulé par Mitterrand, manipulé par ses faiblesses. On parlera de l'argent si on a le temps après, manipulé par sa volonté de paraître, par son goût du paradoxe et sa faiblesse, et ses grandes faiblesses de caractère, d'orgueil plus fort. Vous savez, en fait, je pense qu'il est plus orgueilleux qu'ambitieux.
C'est le vieux dilemme des politiques. Est-ce qu'ils sont ambitieux ou est-ce qu'ils sont... Est-ce que vous reconnaissez votre Le Pen? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que ça m'a frappé en vous lisant. Pasqua disait plus jouisseur qu'ambitieux. Ben voilà, c'est la même chose. On est d'accord. Juste revenir. Mais vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord. Oui. Parce que ça m'a frappé en vous lisant. Je voudrais juste revenir sur le détail, parce que quand même, nous, ce qu'on a simplement montré, c'est que ceux qui disaient, au fond, dans le détail, c'est un truc qu'il a préparé, qu'il voulait lancer, parce que cet homme est le diable qui veut relancer l'antisémitisme en France, on a simplement établi le fait que dans la même année, c'est-à-dire quelques mois avant cette affaire du détail, qu'est-ce qu'il fait? Il va au Congrès juif mondial en Amérique, parce que justement il comprend qu'il doit se réconcilier avec la communauté juive s'il veut avoir un Américain. Et on lui prépare. Et on lui prépare. Stratégique. Non, mais on peut vouloir se rapprocher du Congrès juif mondial stratégiquement et être antisémite. C'est pas incompatible. Non, mais ça, bien sûr, mais ça, attendez, le livre ne dit pas qu'il n'est pas antisémite, pas exagéré. Non, mais moi je vous dis. Le livre pose la question, comme d'autres l'ont posé avant nous, d'autres historiens, comme Pierre-André Taguieff, comme Jean-Yves Camus, de savoir, il est antisémite, mais quel genre d'antisémite est-il? Parce que ça, c'est important. Tous les antisémites ne sont pas pareils. Donc, en plus, c'est un antisémite bizarre qui rêve de rallier l'armée israélienne en 1956 pour voilà, c'est ça que rappelle la complexité. Mais oui, en effet. Évidemment. Et donc, il y a une incohérence totale, parce qu'il prépare aussi un voyage on prépare pour lui un voyage en Israël où il doit rencontrer Sharon. C'est exactement ce que fait Marine Le Pen aujourd'hui, en fait. Quel est le sens de faire tout ça et puis d'y aller de son couplet sur le détail? Manifestement, on comprend en vous lisant que c'est une, entre guillemets, connerie, et qu'il le sait tout de suite. En revanche, il faut démêler entre l'inconscient et le conscient, on passerait des heures. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est quand vous dites, et je pense que c'est là que vous avez raison, que c'est une question de génération, question d'époque. C'est-à-dire que pour des gens d'un certain âge, pour le général de Gaulle, d'abord, pour Mitterrand et pour Le Pen, la Seconde Guerre mondiale, c'est la suite de la Première Guerre mondiale et c'est l'affrontement avec les Allemands. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas aussi vieux qu'eux, et pour moi, c'est ça. Oui, bon. C'est que tu es très représentatif. Toi. Non, je ne suis pas représentatif, tu as raison. Je ne sais pas de quelle génération tu es. Non, tu as raison. Non, mais tu as raison. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu un tel décervelage, une telle inculture. Il y a eu aussi des découvertes historiques. Il y a eu Paxton, il y a eu des gens. On en parlera parce que je travaille aussi là-dessus, donc on en parlera. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, maintenant, pour les gens, en particulier pour les jeunes générations et pour les journalistes de la jeune génération, la Seconde Guerre mondiale, c'est uniquement l'extermination des Juifs par les nazis. Évidemment, ça change tout. Moi, ce que je reprocherai à Le Pen dans cette histoire, on l'a revu et c'était intéressant, c'est pas de dire c'est un détail, parce qu'effectivement... C'est je les ai pas vus. Exactement. C'est ça qui est C'est extraordinaire, parce qu'il n'a pas vu Napoléon non plus. Et pourtant, il y croit. C'est vrai, c'est très con. Oui, non, mais c'est alors du coup, Pierre Péan, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, parce que vous faites un large chapitre sur Mitterrand et Le Pen, donc l'instrumentalisation de Le Pen par la gauche pour diviser la droite. C'est très intéressant, ça. Ça, c'est très intéressant, sauf qu'on s'aperçoit que ce qui a vraiment diabolisé Le Pen, c'est cette histoire du détail. C'est-à-dire que c'est pas vraiment les manœuvres mitterrandiennes qu'on peut pas nier sérieusement, c'est plutôt l'affaire du détail, c'est plutôt ça qui a été décisif. Mais je vois pas la contradiction. Non, c'est pas une contradiction. On l'a utilisé tout le temps. Le Pen, c'est une création de Mitterrand et de la gauche. Le Pen, c'est une création de Le Pen. C'est une coproduction. Non, mais je suis d'accord, il me l'a volé. Mais dans quelle proportion? Ça, je ne sais pas. Je veux dire, en fait, on nous a presque obligés à faire une conclusion. Nous, on met sur la table, à chacun après de prendre un peu. Donc, je suis incapable de vous dire la proportion, mais c'est les deux choses, évidemment. Il faut arrêter de dire que c'est une bêtise que Mitterrand l'a inventé. Non. Il n'a pas inventé, d'abord. C'est la situation. C'est la montée d'une immigration massive. C'est tout ça. C'est la réalité, le réel. Et puis après, chacun utilise politiquement. La seule chose, Éric, c'est que, dont on est sûr, c'est que quand Mitterrand fait monter Le Pen dans tous les médias, recommande au directeur de chaîne en 1982 finalement. Oui, absolument. Quand il le décide à ce moment-là, Le Pen ne fait pas 1% des voix aux élections. Oui. Donc là, il y a vraiment un coup de pouce médiatique qui n'est pas... Mais Mitterrand est un machiavélien, on le sait. À ce moment-là, en 82, il n'a pas la projection de ce qu'il va faire en 85-86. Non, mais il sait toujours qu'il faut casser la droite. Non, mais il le sait depuis, j'allais dire, des siècles. Pour lui, Le Pen, c'est une droite comme une autre. Mais oui, mais évidemment. Enfin, sauf que, messieurs, dans votre livre, on s'aperçoit que tout le monde a discuté avec Le Pen. Tout le monde a essayé de s'arranger avec Le Pen, à droite et à gauche. Absolument. Oui, non, ce qui est amusant, alors il y a le rapport à l'argent. Oui. Là, on pourrait faire une parenthèse particulière parce que vous décrivez un Le Pen obsédé par l'argent,
c'est une espèce de personnage de Balzac, quoi. C'est Grandet, il est obsédé par l'argent, il veut accumuler sans cesse. Et il y a réussi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme ça que les antisémites voient le juif. Donc en fait, Le Pen serait le juif du mouvement nationaliste. C'est quand même un effet miroir extraordinaire. Je vais vous faire une confidence, c'est la première réaction qu'il a eue au livre, c'est qu'il m'a appelé, avant de l'avoir lu, parce qu'il avait eu simplement des échos, en me disant « Mais salopard, vous me traitez de radin, comment vous pouvez me traiter de radin ?» C'est tout ce qu'il a choqué dans votre livre. J'ai l'impression d'une espèce de renversement. C'est le juif qui traite de nazi de radin. Exactement, c'est formidable. Messieurs, Il y avait un effet miroir formidable. Une phrase de votre livre qui m'a beaucoup troublé. 227. La droite et la gauche ont déjà offert à Le Pen un magnifique cadeau politique, dont les deux payent encore le coup au prix fort. La droite a abandonné la nation à Le Pen. Quant à la gauche, elle commence à lui céder le peuple. Mais oui, mais c'est important la nation, c'est important le peuple. Donc ce que vous dites cette phrase, c'est qu'il a eu raison en fait, de s'accrocher à la nation. Non, mais il n'a pas trouvé les bonnes solutions. Mais il se préoccupe de sujets dont les autres se désintéressent et dont il devrait se préoccuper. C'est pas 2 fois même une phrase de Todd là-dessus. Tant que les grands partis abandonneront la nation, qui pour les gens c'est la seule protection, eh bien il y aura un phénomène Le Pen. On n'a pas attendu Todd. Non, Séguin et Pasqua l'ont dit tout de suite, c'est le cœur. Parce que là, on parlait des querelles au sein de l'UMP, mais c'est des querelles de nains, à côté de la vraie querelle fondamentale de 90 entre d'un côté Séguin-Pasqua et de l'autre Chirac, Balladur, Juppé et le petit Sarkozy de l'époque. Non, mais parce qu'il était petit, donc mais il suivait quand même. Mais la vraie querelle, elle est là. Et Pasqua et Séguin, dès 90, je m'en souviens, mais comme c'était hier, avaient dit à Chirac, on va abandonner la nation, on va abandonner le peuple à cause de Maastricht, à cause de l'Europe. Et tout ça, c'est bon pour le Front National, c'est plié. Et concernant la gauche, je crois que l'erreur est tout aussi énorme. Mais elle concerne, on a mis le peuple. Pourquoi? Parce que toute une partie de la gauche soit révulsée par le personnage Le Pen. Qu'elle tente à en faire à la limite un diable, etc. On peut le comprendre vu le personnage. Mais que à partir de là, elle ne se contente plus de diaboliser Le Pen lui-même, mais qu'elle diabolise la question de l'immigration, la question de la sécurité, la question de la mondialisation, comme des thèmes qui deviennent de facto le pénisme. Alors je sais bien, chevènement non mais je sais bien, il y a quelques-uns qui l'ont pas fait. Ensemble, hein. Prochain bouquin, c'est ensemble. Pardonnez-moi. Non mais chevènement l'a fait, on me répond ça. Non mais c'est pas ça. Chevènement l'a fait, sauf que celui qui a tiré les marrons du feu, c'est Le Pen, c'est pas Chevènement. Parce que mon cher Philippe, vous faites, pardonnez-moi, non pas une erreur, mais un oubli historique. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas parce qu'elle a diabolisé Le Pen que la gauche a abandonné la nation, le peuple, etc. C'est parce qu'elle a abandonné le peuple, la nation, dès les années 70, dans la gauche post-68arde, qu'on est arrivé à cette situation. C'est pas Le Pen le déclencheur. Le Pen n'est qu'une conséquence. Moi, c'est ça qui me frappe. Le Pen est une conséquence d'une grande tectonique des plaques idéologiques. Je ne sais pas contradictoire. Non, d'accord. Après, ça s'est enchaîné, bien sûr. Mais historiquement, la gauche a commencé par abandonner. Je voudrais juste ajouter un point qui est encore plus grave et qu'on voit et qu'on paye tous les jours. C'est que non seulement les thèmes de Le Pen ont été diabolisés, mais surtout les électeurs de Le Pen ont été diabolisés. Ce sont des bofs, ce sont des salauds. Regardez Tapi, des salauds. BHL et Tapi se rejoignent pour dire les électeurs de Le Pen sont des salauds. C'est comme ça qu'on peut les rattraper. Aujourd'hui, le parti Front National, il fait 29% aux ouvriers à la dernière élection. C'est le premier parti ouvrier de France à la dernière élection présidentielle. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Contrairement à ce que vous avez l'air de dire, ce sont eux qui ont gagné. C'est BHL et Tapi. Parce que Le Pen n'a jamais pu rentrer au pouvoir. D'ailleurs, ça l'a peut-être sauvé son parti. Parce que tous les partis similaires à lui en Europe qui ont réussi à rentrer au pouvoir sont aujourd'hui morts. L'Autriche, etc. Donc ça a peut-être pérennisé son parti, mais en tout cas, ça l'a empêché. Donc ils ont gagné. Ils ont refroidi, ils ont glacé 20% de l'électorat qui est devenu inutilisable, congelé, merci, c'est le mot que je cherchais, contrairement à l'électorat du Parti communiste qui a été décongelé par... Pierre, vous citez Claude Giraud qui en 1958 prédit que Le Pen deviendra soit président soit dictateur. Alors il a été ni l'un ni l'autre. Quelle trace il va laisser dans l'histoire de la politique française? En fait,
tout ça pour ça, on a envie de dire. Il a amassé de l'argent, mais qu'est-ce qu'il va laisser comme trace politique? Il a déjà laissé une trace importante, même si ça a été contre lui, c'est sa fille quand même. C'est une trace qui n'est pas nulle quand même. Et donc un fonds de commerce situé entre 15 et 20%, ce qui n'est pas rien. C'est bien au-dessus. Fonds de commerce, c'est intéressant comme expression. Non mais 10 fois, y compris, je ne suis pas sûr de ne pas l'avoir fait moi-même, hein, pour être honnête, mais 10 fois, les médias, les journalistes, les analystes politiques ont expliqué Le Pen c'est fini, c'est planté, il est ceci, il est cela, etc., etc. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il transmet un parti en excellente santé, avec des tas de perspectives. Il a failli mourir après 2007 quand même. Oui, il a failli mourir. Mais en excellente santé, je ne sais pas si c'est vrai qu'il y a eu des dizaines d'adhérents ces jours derniers à la suite des affaires de l'UMP. C'est pas impossible, moi je crois qu'à moitié. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils sont en très bonne position pour les prochaines élections locales, parce que ce qui les divise avec l'UMP, c'est-à-dire la question européenne, eh bien, ne sera pas au cœur de la prochaine élection. Donc il y a un boulevard pour permettre à la base moi, ce qui me frappe en lisant votre livre, c'est qu'en fait, Marine Le Pen, dont on explique qu'elle a une stratégie neuve de dédiabolisation, etc., elle fait exactement comme a fait son père dans les années 80 et que son père a échoué. Et avant le détail, c'est ce que je dis. C'est très frappant. Elle fait la même chose. Elle essaie de voir des congrès juifs mondiaux, etc. Non, mais juste en un mot, 2 ans à étudier quelqu'un, il y a des entretiens d'ailleurs sont très intéressants. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'empathie qui s'installe? Est-ce que l'image de Le Pen a changé pour vous, à vos yeux, durant ces 2 années? Moi, je ne le connaissais pas, donc évidemment. Non, mais justement, par rapport à son image publique. Si je ne le connaissais pas, et donc je l'ai, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ma tête, il est complexifié. Mais un biographe qui, lors du point final, penserait qu'il a trouvé, ça voudrait dire que la personnalité n'est pas intéressante. Je n'ai pas trouvé tout, évidemment. Merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Je rappelle le titre de votre remarquable ouvrage. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Le Pen, une histoire française, c'est aux éditions Robert Laffont. Dans la deuxième partie de l'émission, nous passerons du Big Bang à l'UMP au Big Bang tout court, en compagnie des frères Bogdanov. Et je peux même vous dire qu'ils nous livreront en exclusivité mondiale les vrais résultats mathématiques du duel Copé-Fillon. Alors, à tout de suite. Scientifique contesté mais incontestable phénomène de librairie, nos 2 derniers invités ne le sont jamais l'un sans l'autre alors que la fin du monde approche. Ils viennent nous parler de l'origine des controverses qu'ils soulèvent régulièrement et incidemment de celle de l'univers. Nous accueillons Igor et Grishka Bogdanov. Bonjour messieurs. Bonsoir messieurs, toujours un plaisir de vous recevoir. On a beaucoup de choses à se dire, mais avant, on va vous tirer un portrait et même un double portrait. C'est la séquence 1:30 chrono de Tristan Carlier. Un nom qui claque et 2 visages qui marquent. Mais qui sont vraiment Igor et Grishka Bogdanov? Nous sommes des démocrates du savoir. Ils se rêvent acteurs. On a failli jouer dans énormément de films, notamment la Guerre des Étoiles. Et malheureusement parfois chanteurs. Pour le commun des mortels, les frères Bogdanov sont les scientifiques français les plus médiatiques. Une dizaine de livres, presque autant d'émissions de télévision et une mission. Ne bougez pas, contrôle de routine, on cherche l'alien. Leur credo, mettre la science à la portée de tous, pédagogique peut-être, scientifique, pas sûr. Alors que les 2 frères se posent en thésards surdoués, tous leurs travaux sont attaqués, pour eux pas de doute, pure jalousie. Bien sûr qu'il y a de la jalousie. D'une manière générale, les scientifiques ne supportent pas qu'il puisse y avoir des médiatiques, des hommes de médias qui s'installent dans la science. Et quand le CNRS mène l'enquête, les hautes instances demandent leur tête. Rarement aura-t-on vu un travail creux habillé avec une telle sophistication. La rigueur mathématique est étrangère à la rédaction de ce texte. Les Bogdanov jouent la défense. Il n'y a pas une seule démarche qui soit plus légitime que la nôtre. Et quand les mots ne suffisent plus, il reste les chiffres, comme celui-ci. Exponentielle moins IHT fois une algèbre fois exponentielle plus IHT. Les Bogdanov, 2 chercheurs qui continuent de chercher.
Alors, messieurs, à quelques jours de la fin du monde, il nous a paru urgent de faire le point sur les origines du monde. Absolument. Mais patatras, le pape nous a appris qu'on avait mal calculé. En fait, la fin du monde a déjà eu lieu. On n'est pas aperçu. On est en 2020, ça fait 8 ans que le monde est... Je me disais aussi. Oui, à certains signes, on s'en était aperçu. Mais nous sommes beaux joueurs, nous avons quand même maintenu notre invitation. Alors, un point rapide, succinct, sur ces controverses à répétition qui étaient évoquées dans notre sujet. Est-ce qu'en France, il est possible d'être scientifique et vulgarisateur? C'est ça qu'on vous reproche, au fond. Oui, je crois qu'il y a 3 raisons. Hein. La première, c'est celle que vous venez de mettre en évidence, c'est le fait qu'il y a une silhouette qui existe depuis longtemps, puisque Temps X a façonné quelque chose comme une notoriété et nous a mis en avant, surtout dans un discours qui était à la fois noué autour de la science, mais aussi des valeurs de l'imaginaire. Donc ça, c'est la première raison. Je crois qu'il est difficile d'avoir une espèce on va dire, de densité médiatique quand on veut faire de la science. C'est une première raison. Deuxième raison, elle est à mon avis plus profonde et plus intéressante, c'est le fait que nous avons franchi pour la première fois une frontière qu'on appelle la frontière du Big Bang. On en parlait tout à l'heure. Oui, on va y revenir. Bon, on parlait de la fin du monde, mais c'est en réalité, il y a un début à l'univers. Et ce début, la science le décrit sous la forme explosive de ce qu'on appelle le Big Bang. La question que nous sommes posées à partir de 1990 dans nos thèses de doctorat, moi en mathématiques et Igor en physique théorique, c'est d'accord, tout le monde parle du Big Bang, tout le monde ici a entendu parler évidemment de cet événement primordial qui s'est produit il y a 13 milliards 750 millions d'années, ça le chiffre est très précis. Simplement, quand on pose la question, et quand on l'a posée en 90 au début de nos thèses, personne n'a pu répondre à cette question fondamentale, mais d'où vient cette énergie ? Parce qu'on parle d'une énergie de 10 puissance 19 giga. Mais c'est ça qu'on vous reproche, parce qu'il y a des... Mais oui, alors, non mais parce que quand on dit d'où vient cette énergie, alors il faut remonter à une phase antérieure au Big Bang lui-même. C'est-à-dire avant ce qu'on appelle le temps de Planck, qui correspond à 10 puissance moins 43 secondes, c'est une fraction de seconde très petite. Et la question est tout de même totalement légitime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, quand on est scientifique, éviter de se poser la question de savoir d'où vient cette énergie. Et surtout, deuxième question, oui, comment est-ce qu'elle est si bien réglée? La question est clairement posée. Est-ce qu'on a le droit ou pas de s'interroger sur ce qui s'est produit avant le Big Bang? Et la communauté scientifique, lorsque dans les années 90, nous nous sommes approchés d'elle pour lui dire, bah, écoutez, voilà, on va s'interroger sur un événement qui aurait pu précéder le Big Bang, ou sur quelque chose qui aurait pu précéder le Big Bang, là, la communauté scientifique m'a dit stop, 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 stop. Vous n'avez pas à vous poser cette question, elle est aussi stupide que de se demander, par exemple, oui, mais c'est pas ce qui s'est passé au long du pôle Nord. On vous traite de scientifique d'opérette, en fait, une partie de la communauté scientifique. Pas toute la communauté scientifique, la preuve c'est que votre ouvrage est préfacé par un chercheur au CNRS. Mais quand même, quel effet ça fait d'être tout le temps comme ça mis en accusation? Mais c'est un effet très agréable. Ah, et vous aussi, c'est comme nous, vous avez... vous nous comprenez, alors, vous nous comprenez, c'est ça. Eric voulait intervenir. Alors, moi, je voudrais reprendre vos explications, mais à l'envers. Je m'explique. D'abord, je devrais vous détester parce que j'ai toujours été nul en physique et vous me rappelez à cette nullité ontologique. Et je devrais être... Voilà, essentiel. Deuxièmement, il me semble que vous commettez 2 péchés. Je parle de péché exprès, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez déjà deviné. Le premier péché, c'est que pourquoi, et c'est une question que je me pose à chaque fois que je vous vois, pourquoi vous ne vous contentez pas, parce que c'est déjà un rôle immense, d'être comme était un Jules Verne au XIXe siècle, qui écrivait presque aussi mal que vous en français. Un rêveur d'avenir. Non, c'est vrai, il avait un style pitoyable, Jules Verne. C'est un génie de... Moi, je l'ai dit, on s'est fait engueuler. Mais non, mais c'est la vérité. Il écrit très mal. C'est un génie de romanesque, mais il écrit très mal. Exact. Moi, je suis d'accord. On est d'accord. Et pourquoi vous ne vous contentez pas d'être des vulgarisateurs, des grands explicateurs? Je vais vous dire, moi, pour des démocrates du savoir. Non, mais pour des gens comme moi, j'apprécierais beaucoup, je plaisante pas du tout là, des gens comme vous qui m'expliqueraient des choses scientifiques que je n'ai jamais comprises parce que j'ai jamais réussi. Ça, c'est ma première question. Le temps a filé. Réponse, c'est très simple, c'est parce qu'on est 2. Donc, étant 2, l'un s'occupe de vulgarisation, pendant que l'autre est de la recherche, et vice-versa.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut inverser. Non, je pense oui, que... mais on ne sait jamais qui est qui. Alors, non, mais je pense que... c'est pour ça. Donc, du coup... Il y a le troisième, d'ailleurs. Grishka, Igor. Il y a, voilà, Grishka, Igor et les frères Bogdanov, c'est le troisième personnage, évidemment. Non, alors, je crois que plus sérieusement, c'est tout de même fondateur. Parce que pendant 10 ans, on a fait de la vulgarisation sans demander rien à personne et en le faisant, effectivement, très bien, c'était formidable. Pendant 10 ans sur TF1. Bon, on a occupé les devants de la scène comme ça, en partageant le savoir, en faisant rêver les gens. Mais c'est pas suffisant, je crois, parce que lorsqu'on s'est posé la question, après avoir écrit avec un philosophe chrétien, donc Jean Guiton, la question évidemment Dieu et la science, quand on s'est demandé, mais cette énergie, effectivement, ce Big Bang, d'où ça vient, pas un des scientifiques, je ne parle pas seulement en France, mais en Europe et dans le reste du monde, pas un scientifique n'a pu nous répondre. Et non seulement ça, on nous a dit, mais cette question est interdite, vous ne devez pas vous la poser. Donc du coup, c'est interdit, on s'est dit, il faut le franchir. Moi, c'est une question qu'on laisse... Nous sommes très en retard, messieurs. Mais ma deuxième question, elle est très simple. C'est, qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère? Il est ridicule, à mon sens, de vouloir prouver scientifiquement l'existence de Dieu, puisqu'elle relève de la foi. Ou vous l'avez, ou vous ne l'avez pas. Qu'est-ce que vous allez essayer de prouver par la science, non, Eric, ce qui ne relève que de la foi? Non, je suis pas du tout d'accord. Mais non, je suis pas du tout d'accord. Non, il y a deux démarches. La pensée de Dieu, c'est un peu provocateur. Bien sûr, mais c'est pas ça. Très provocateur. Mais non, juste une seconde, quand on s'interroge sur ce qui s'est passé avant le Big Bang, on ne s'interroge pas sur l'existence ou non d'un créateur. Non, pas du tout. On s'interroge sur l'origine des lois. Parce que c'est la grande question, c'est de savoir, tout le monde est d'accord dans la communauté scientifique pour dire oui, au moment du Big Bang, il y a des lois. Il y a des lois qui font que le scénario cosmologique se déroule selon une certaine... Prenons un exemple Non mais là, simple. vous profitez de mon ignorance pour Prenons un exemple simple, Eric. Vous dites quand même que c'est tellement précis oui, non mais je suis d'accord. Prenons un exemple simple. Vous nous allez je prends ce livre, il est là. Hop, je le laisse tomber. C'est la loi de la gravitation. La loi de gravitation. D'où par cette loi. Comment se fait-il qu'elle existe de manière aussi précise? Voilà, la pomme de Newton. Mais comment se fait-il que cette loi, et on peut le décrire de manière mathématique, comment se fait-il que cette loi mathématique soit complètement là, présente, qu'on n'en connaisse pas l'origine? La question de ce moment-là, nous on se pose cette question-là. La pensée de Dieu, il y a un aspect provocateur. Non mais vous nous expliquez qu'en fait c'est Dieu qui a calculé tout ça, c'est tellement précis qu'il ne peut pas y avoir Dieu. Voilà, c'est ça ce que vous nous dites. Ce que dit Einstein, pourquoi ce livre d'ailleurs? Parce que là on parle de la pensée de Dieu comme si c'est nous qui avions écrit le titre, pas du tout. C'est un titre magnifique qui a été créé en 1920 par Einstein. Alors, je raconte l'histoire rapidement. Einstein est en 1920 professeur à l'université de Berlin. Et après l'un de ses cours, l'une de ses étudiantes, elle s'appelle Elster Salaman, elle est magnifique, une très très jolie jeune fille, à 20 ans, lui demande, alors qu'il allait avoir le prix Nobel l'année suivante, donc il est déjà un monstre sacré, lui pose la question et lui demande, mais maître, qu'est-ce que vous cherchez dans vos équations? Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre? Et lui répond cette chose éblouissante. Il dit, je ne suis pas intéressé, contrairement à ce que l'on croit par les détails de la matière, ce que je veux comprendre, c'est comment Dieu a créé l'univers, et il rajoute, je veux comprendre la pensée de Dieu. D'où le titre de notre ouvrage. Et il termine en disant, tout le reste n'est que détail. C'est extraordinaire. Donc c'est absolument extraordinaire. C'est le mot du jour. C'est le jour. Voilà, alors, messieurs, est-ce qu'on s'inquiète pour cette histoire de fin du monde? Si on continue à payer nos impôts ou pas? Parce que sinon j'arrête, c'est pas la peine. Tu vois tout de suite le petit bout le détail. Foutu pour foutu. Non, mais puisqu'on parle de l'exactitude, la notion d'exactitude joue un rôle fondateur dans l'univers. Je donne un exemple tout simple. Quand on va dans un champ on en parle ici, dans un champ de prairie ou un champ de blé ou autre, et qu'on voit des fleurs. Les fleurs ont toutes 5, 8 ou 13 pétales, mais jamais 10 ou 11 pétales. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi mathématique qui distribue, qu'on appelle la loi de Fibonacci, et qui distribue le nombre de pétales dans les fleurs. Bon. Ce qui veut dire effectivement que le hasard, là, est exclu. Mais non, mais pourquoi mais c'est pas ma question. Est-ce que le 21 décembre, vous serez dans ce petit village de l'Aude où tout va se jouer, où la fin du monde va survenir? Le fameux village qu'on voit là? Oui, voilà. C'est ici, là. Oui, alors. On n'y sera pas, Pour une raison très simple, c'est qu'on a rencontré, c'était en 2007, l'équipe marketing qui a lancé le film, qui se demandait comment est-ce qu'on va faire pour créer le buzz autour d'un film qui s'appelle 2012. Voilà. Et donc, ils se sont dit, bah, tiens, on va chercher un petit peu du côté des Mayas, du côté de l'astronomie, de l'alignement des planètes, etc. On va tout mettre ensemble, et puis on va créer comme ça une légende. Et en effet, le film a eu le succès qu'on connaît, et puis, aujourd'hui, on a oublié complètement 2012 le film, et il ne reste que la stratégie de lancement. Donc évidemment, tout ça, non, mais ils sont redoutables. Non, alors, deux brèves questions, on est très en retard. Justement, parce qu'on parle de cinéma, la pensée de Dieu au cinéma, info ou intox?
On parle d'une adaptation cinématographique. Non, c'est une vraie info. On est en plein dedans, d'ailleurs. On est en train d'écrire le script de ce film. Parce que, au fond, la grande fresque qu'on décrit dans La pensée de Dieu et dans le livre précédent, donc le visage de Dieu, c'est une fresque qui, contrairement à ce qu'on pense, ne parle pas de Dieu. Encore une fois, elle parle de ce principe organisateur qui fait que l'univers n'est pas né par hasard. Oui, mais c'est important. Bah oui, c'est très important. Et par exemple, tiens... on la lui fait pas, on la lui fait pas. Et à moi non plus. Alors, pour que Zemmour devienne un petit peu moins nul en physique, il serait temps. Le retour de Temps X sous le nom de Temps X Junior sur France Télévisions, Info, Intox. Pour l'instant, c'était une info. Actuellement, on a beaucoup de mal à faire comprendre donc à nos interlocuteurs de France Télévisions que la finance c'est pas tout, parce qu'ils nous disent ok, très bien, c'est formidable, on le fait, et puis mais on n'a pas d'argent pour le faire. Donc on est là aujourd'hui. On avait quand même signé une convention de développement avec eux, mais pour le moment tout ça est gelé, on ne sait pas. On revient après quand quand vous aurez contribué tous les deux. Alors, on a parlé du Big Bang à l'UMP. On a retrouvé une déclaration très intéressante de vous. Là. Je vous propose de l'écouter à propos du Big Bang. Je pense que Sarkozy a l'énergie, justement, pour inventer le monde, pour réinventer la réalité dans laquelle nous vivons. Et il le fera mieux que ses opposants. Ah voilà, il a perdu en 2012 et son parti a explosé. Mais est-ce que vous êtes meilleur en physique qu'en politique? Ça se confirme. Non, son parti a explosé, mais non, c'est intéressant d'ailleurs cette explosion, parce que de toute explosion naît évidemment un renouvellement. Et nous avons autour de nous aujourd'hui les cartes qui sont là, qui sont éparses, mais qui vont, grâce à vous d'ailleurs, être connues de tout le monde bientôt. Vous restez sarkozyste? Mais c'est-à-dire que, non, on est plutôt sarkozien, disons, on a... Non, c'est trop fort pour moi, ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre sarkozien? C'est la différence entre l'homme public et l'homme privé. Ah. En fait, l'homme public a une action... Pas seulement ça, le sarkozysme, c'est une idéologie. Être sarkozien, c'est plutôt s'intéresser à la pensée de la personne, oui, mais sans l'appareil idéologique qui va autour. D'accord, c'est pas mal. Vous devriez faire de la politique, c'était pas mal comme langue de bois. Oui, surtout ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Merci d'être passé par notre plateau, messieurs. Je rappelle que votre dernier livre, La pensée de Dieu, est toujours disponible en librairie. Mais restez encore un peu avec nous, si vous voulez bien. C'est l'heure du carré VIP. Magnifique. Non, c'est vrai, tu ne fais rien, mais des questions de toi. Ah oui. C'est le meilleur moment de l'émission. Rico, pour commencer, nous fait part de sa déception. Ça me rajeunit. Il nous écrit: Zemmour, qu'est-ce qui t'a pris? Tu as oublié de dire à Manœuvre que le rock était l'idiot utile de la mondialisation. Ah bah c'est la vérité. Alors idiot utile, une expression dont, à mon sens, Zemmour use pourtant avec parcimonie, mais on va quand même vérifier. Les gens comme vous sont en fait les idiots utiles du capitalisme. Vous êtes les idiots utiles du capitalisme mondialisé. Vous êtes l'idiot utile de ce capitalisme. En lisant votre livre, je me suis dit, c'est le plus magnifique idiot utile de l'islamisme politique. M. Plenel m'a dit que j'étais l'idiot utile, donc... non, je vous l'avais dit avant. Voilà, c'est très exagéré. Mais c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup d'idiots utiles et il y a encore plus d'idiots inutiles. Vous n'y avez droit ni à l'un ni à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est en fait qu'il y aurait donc de l'énergie qui est associée à l'idiotie. C'est que ça, c'est pas mal. Parce qu'il y a un deuxième point, c'est la formule de Lénine est très juste. Je veux simplement qu'on ne relance pas le débat, messieurs, parce qu'on est très Je vous le dis calmement, mais fermement. C'est très important dans ce qu'il dit, parce que l'idiotie, c'est le point le plus haut de ce qui est en bas. En même temps, je comprends qu'ils hésitent sur TF1, c'est peut-être un peu haut pour... voilà. Véronique, toujours affûtée, a quant à elle remarqué quelque chose que tu n'as même pas dû voir, mon camarade Zemmour. Écoute un peu. Encore une fois, je tire mon chapeau à Nolo, qui s'en sort de mieux en mieux au milieu de cette ébullition et qui réussit à passer la parole à Zemmour et même à plaisanter. Et oui, Coco, je suis un pro, regarde ça. Par rapport à d'où ils viennent. Vous voulez qu'on parle de statistiques? Par rapport à d'où ils viennent. Par rapport à d'où ils viennent. Par rapport à d'où ils viennent, attention. Par rapport à d'où ils viennent. Le pourcentage de population en prison. Oui. De même. Là, c'est clair, ce point-là. Monsieur Ciotti, non, pas en prison ferme, c'est un... Messieurs, un autre point. Un autre point. On préfère être efficace avec un aménagement des peines et en même temps, sur ce point-là, le débat est clos. Monsieur Ciotti, non. Bah oui. Un autre point. Il nous reste 2 minutes. 50 000 places de prison. C'est-à-dire que je m'avise, tu vas pas te mettre une claque dans la gueule, j'ai tout essayé pour te faire taire,
Mais je finirai avec un message aussi réjouissant qu'angoissant d'Yves, qui pense déjà à la fin du monde comme nous tous. Oui. Et il a une solution pour nous, mais peut-être pour vous aussi, messieurs, l'immortalité, je le cite. Égayez les élections à l'Académie française, présentez-vous tous les deux, chacun son fauteuil. Alors, Zemmour immortel, rien qu'à entendre ça, j'ai l'impression d'être en plein cauchemar, surtout si son fauteuil ressemble à ça. Cette vision vient de ruiner ma libido pour de nombreuses années. J'ai les yeux qui saignent. Messieurs, il reste une petite séquence, c'est le générique de fin. Est-ce que vous pouvez faire ce qu'on vous a vu faire dans le sujet, une petite chanson pour accompagner mon lancement de fin? Je crois que vous chantez très bien tous les deux. On aurait dû emmener les banjos, guitares. Oui, pourquoi c'est sans banjo, a cappella. A cappella. À 1, 2, 3, vous chantez et je lance le générique de fin. Okay. 1, 2, 3. Immortel, nous le serons encore quelques heures, puisque vous pourrez revoir cette 37e édition de Zemmour et Nolo qui malheureusement se termine dimanche soir sur M6 autour de 0h15. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres débats avec d'autres invités. D'ici là, restez Z. Restez N, restez zen. Bonne soirée à tous.